Messieurs les chefs des différents services de l'administration publique, Messieurs les bâtonniers, Messieurs les avocats, Messieurs et Madame les officiers de la police et de l'armée, Messieurs les responsables des différentes confessions religieuses, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. En ce jour mémorable de renouvellement de notre serment, qui marque la prise officielle de nos fonctions à la tête de la Cour d'appel de l'Ituri, permettez-moi de remercier le Seigneur Dieu qui, par sa volonté, nous a tous donné le souffle de vie sans lequel nous ne serions pas présents à cette cérémonie. Je voudrais aussi remercier le président de la République, magistrat suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée en notre modeste personne, en nous reconduisant aux fonctions de premier président de la Cour d'appel et en nous plaçant à la tête de la Cour d'appel de l'Ituri, 5 ans après l'exercice ininterrompu des mêmes fonctions dans la province du Haut-Uélé. Nous remercions très sincèrement Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, pour son appui à la cérémonie de ce jour, mais aussi pour sa présence à travers le vice-gouverneur de province. Nous remercions ensuite toutes les personnes présentes dans cette salle pour avoir répondu à notre invitation en dépit de leurs multiples et lourdes charges. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous accordez au pouvoir judiciaire en général et à la Cour d'appel de l'Ituri en particulier. En notre qualité de responsable de la justice à la Cour d'appel du Haut-Uélé, nous ne ménagerons aucun effort pour répondre à vos attentes vis-à-vis de votre justice, laquelle du reste n'est rendue qu'en votre nom, conformément à notre Constitution. Durant notre mandat à la tête de la Cour d'appel de l'Ituri, notre agenda s'inscrira scrupuleusement dans la vision du chef de l'État, magistrat suprême, sa vision pour la justice congolaise, telle qu'il l'a exprimée parlant de la justice lors de ses différentes adresses à la nation, lors de sa communication au 72e et 133e réunion du Conseil des ministres et lors de son discours à l'occasion du lancement de la formation de 2500 nouveaux magistrats, ainsi qu'à travers l'interview accordée à la chargée de la presse à la présidence lorsqu'il répondait aux différentes questions posées par la population et relayées par la dite journaliste. À toutes ces occasions, le chef de l'État n'a cessé d'exprimer sa déception face à certaines antivaleurs qui demeurent perceptibles dans le secteur de la justice et qui rendent celle-ci de plus en plus peu crédible vis-à-vis de la population, et de rappeler son souci de voir la justice congolaise être un véritable levier dans la lutte contre l'impunité, la corruption et l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, en notre qualité de président de la Chambre provinciale de discipline et avec le concours de tous les magistrats membres de la dite Chambre, nous veillerons au respect par les magistrats civils et militaires des règles d'éthique et de déontologie telles que consacrées par les statuts des magistrats et le code de conduite de l'agent public de l'État, de manière à répondre aux attentes du magistrat suprême et à rencontrer ses préoccupations exprimées. J'invite donc tous les magistrats du ressort de la Cour d'appel de l'Ituri au respect strict de ces règles et à la prise de conscience des exigences de leurs responsabilités en tant que principaux responsables de l'application des lois. Soyez respectueux et esclaves de la loi et rien que de la loi, chers collègues. Excellences, Messieurs les gouverneurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Comme il est de coutume, à l'occasion de la prestation ou du renouvellement des serments d'un chef de juridiction
ou d'un chef d'office de parquet, ce dernier développe un sujet de droit, généralement d'actualité, sur lequel il entretient l'assistance. C'est dans cette optique que j'ai choisi d'axer mon propos de ce jour sur un sujet qui, partant du fait que la plupart des hommes et des femmes continuent à se marier en famille conformément à leurs coutumes, soulève la question des effets de ce genre de mariage en justice. Il s'agit du sujet ci-après: le mariage célébré en famille et l'opposabilité de ses effets en justice. Analyse de l'article 380 alinéa D du Code de la famille à l'aune du droit d'accès au juge. Mon exposé comprendra des parties subdivisées chacune en 3 sous-points, précédées par une introduction et coiffées par une conclusion. Introduction. La loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille consacre 2 formes de mariage en République démocratique du Congo. Le mariage célébré par l'officier de l'état civil ou mariage célébration et le mariage célébré en famille appelé mariage constatation. Le second se différencie du premier par le fait qu'il est célébré en famille selon les formalités prescrites par les coutumes et ne produit des effets qu'à l'égard des époux et ceux qui y ont participé. Il ne produit des effets vis-à-vis des tiers qu'à partir de son enregistrement par l'officier de l'état civil. Mais il arrive que les effets d'un mariage célébré uniquement en famille soient invoqués devant le tribunal. À cet effet, l'article 380 alinéa D du Code de la famille dispose: tant que le mariage célébré en famille n'a pas été enregistré et que l'un des époux en invoque les effets en justice, le tribunal suspend la procédure jusqu'à l'enregistrement. Certaines personnes pensent que généralement, c'est lorsqu'il y a rupture de stabilité et d'entente au sein du foyer que l'un des époux arrive à déférer son conjoint devant la justice. Son action peut viser soit de dénoncer l'inexécution ou la violation par son conjoint des obligations résultat du mariage, soit s'opposer aux actes posés unilatéralement par ces derniers. Ceci peut arriver par exemple lorsqu'un époux traduit son conjoint en justice pour adultère ou lorsqu'il voudrait obtenir sa part sur les biens acquis pendant la vie commune parce qu'il voudrait mettre fin à l'union conjugale. Selon l'article 380 alinéa D du Code de la famille, le tribunal saisit de tels cas par un conjoint dont le mariage n'a été célébré qu'en famille doit suspendre la procédure initiée devant lui jusqu'à l'enregistrement du dit mariage. Or, le mariage étant un acte éminemment consensuel, son enregistrement par l'officier de l'état civil exige que les 2 époux se présentent devant ces derniers ou soient représentés par un mandataire porteur d'une procuration spéciale en vue de réitérer librement leur consentement au mariage. Dans un climat de mésentente et d'animosité entre époux, cela s'avère impossible, dans la mesure où l'époux traduit en justice par son conjoint n'a aucun intérêt en cette période et ne peut vouloir qu'elle aboutisse. Il s'observe alors que lorsque la juridiction saisie suspend la procédure, ceci risque d'entraîner l'arrêt définitif du procès sans qu'aucune décision n'ait été rendue sur l'action soumise au tribunal. À cet égard, le présent exposé se propose d'examiner si la suspension de la procédure judiciaire aux fins de procéder à l'enregistrement du mariage célébré en famille, en vertu de l'article 380 alinéa D du Code de la famille, est une entrave au droit d'accès au juge garanti aussi bien par la Constitution de la RDC que par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la RDC. L'examen de cette question nécessite que soit brièvement abordé le mariage célébré en famille à travers sa définition, son fondement juridique, ses effets juridiques et son enregistrement d'une part, et la suspension de la procédure judiciaire aux fins d'enregistrement du mariage à travers sa portée, sa base légale et les diverses opinions irrelatives d'autre part.
1. Généralité sur les mariages célébrés en famille. Définition et fondement juridique. Comme dit précédemment, le législateur congolais a consacré les mariages célébrés en famille et les mariages célébrés par l'officier de l'état civil. Il définit le premier comme étant un mariage célébré en famille suivant les formalités prescrites par la coutume des parties, pour autant que celle-ci soit conforme à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. En cas de conflit de coutumes, la coutume de la femme sera d'application. Le maintien de cette forme de mariage dans le code de la famille résulte de la politique du recours à l'authenticité prônée par le régime de Mobutu d'une part et de la nécessité de sauvegarder les pratiques traditionnelles et ancestrales en matière de célébration du mariage auxquelles les populations demeurent encore attachées d'autre part. Cette dernière raison demeure le fondement du maintien de cette forme de mariage dans le code de la famille, telle que revue et complétée par la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016. Par ailleurs, le dualisme juridique qui caractérise le droit civil congolais constitue également une autre raison de l'existence de ce mariage dont les effets dépendent du lieu de sa célébration. Des effets du mariage célébré en famille. Tous les mariages produisent les mêmes effets qu'ils aient été enregistrés ou célébrés. Ces effets sont la création du ménage, l'obligation mutuelle à la communauté de vie qui impose les deux époux d'habiter ensemble et de consommer le mariage, l'obligation d'assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants, l'obligation de protection mutuelle, l'obligation de fidélité, de respect, de considération et d'affection, l'obligation alimentaire ainsi que celle de contribuer aux charges pécuniaires du ménage selon leurs facultés et leur état. Au terme de l'article 379 du Code de la famille, les mariages célébrés en famille sortent tous ses effets à la date de la célébration, même en l'absence d'enregistrement. Toutefois, cette disposition connaît un tempérament à l'alinéa 1er de l'article 380, au terme duquel, avant l'enregistrement, les mariages célébrés en famille n'est opposable qu'aux époux et à ceux qui ont participé à cette célébration conformément à la coutume. C'est pour dire que si les mariages célébrés en famille doivent produire tous ces effets dès la célébration, même lorsqu'il n'a pas encore été enregistré, c'est uniquement à l'endroit des époux et de ceux qui ont participé à sa célébration en famille. Cette restriction, qui vise à épargner les tiers des effets des mariages dont ils ignorent l'existence, peut avoir des conséquences vis-à-vis des conjoints. En effet, il peut arriver que ces derniers ou l'un d'eux soit dans la nécessité de réclamer l'accomplissement par l'autre d'une obligation résultat du mariage ou d'initier contre un tiers une action fondée sur son statut matrimonial. Ce sont ces genres de situations qui ont fondé le législateur à exiger l'enregistrement du mariage après sa célébration en famille, suivant la procédure bien définie. 3. La procédure d'enregistrement du mariage célébré en famille. Cette procédure est décrite par l'article 310 du Code de la famille. Au terme de ces dispositions, dans les 3 mois qui suivent la célébration du mariage en famille, selon la coutume, les époux et éventuellement leurs mandataires se présentent devant l'officier de l'état civil du lieu de la célébration en vue de faire constater le mariage et d'assurer sa publicité et son enregistrement. Chacun des époux est accompagné d'un témoin. Les époux peuvent se faire représenter par un mandataire porteur d'une procuration spéciale. Celui-ci doit être un proche parent, sauf empêchement valable constaté par l'officier de l'état civil. Quant aux témoins, ils doivent être majeurs, capables et pris dans la lignée paternelle ou maternelle de chacun des époux, sauf empêchement valable dûment constaté par l'officier de l'état civil. Dans les 15 jours qui suivent, l'officier de l'état civil porte à la connaissance du public, par voie de proclamation faite au moins 2 fois et ou par affichage apposé à la porte du bureau de l'état civil, l'acte constatant la célébration du mariage. Le délai de 15 jours écoulé,
l'officier de l'état civil assure l'enregistrement du mariage par constatation de la formalité de la publication. Lorsque le délai de 3 mois est passé sans que l'enregistrement n'ait lieu, cette formalité a lieu sur décision du tribunal qui statue soit sur requête du ministère public, soit sur celle de toute personne intéressée. Fin de citation. Il apparaît que l'enregistrement du mariage célébré en famille n'est pas une faculté laissée aux époux, mais une obligation légale. Même lorsque les époux ont été distraits jusqu'à laisser passer ce délai de 3 mois pour ce faire, la loi offre à l'officier du ministère public et même au tiers la possibilité de saisir le tribunal pour aboutir à cet enregistrement, ce qui traduit l'importance qui y est attachée. Sinon, en principe, il y aurait forclusion et la situation s'arrêterait à ce niveau. C'est ainsi que les défauts de faire enregistrer un mariage célébré en famille, conformément à la loi, constituent une infraction punie d'une amende de 60 000 à 250 000 francs congolais. Mais il importe de s'interroger lorsque l'enregistrement doit se faire en vertu d'une décision judiciaire, si l'officier de l'état civil est toujours tenu de vérifier si le mariage dont question remplit toutes les conditions de fond. À notre avis, non, car le faire serait censurer la décision judiciaire. Cette vérification est censée avoir été faite par le tribunal qui a rendu la décision ordonnant l'enregistrement du dit mariage. Ainsi, l'officier de l'état civil qui s'abstiendrait d'exécuter un jugement du tribunal mettrait en cause l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et pourrait être poursuivi pour rébellion. Cependant, si le jugement renferme une illégalité, notamment lorsque le mariage dont il ordonne l'enregistrement ne remplit pas toutes les conditions de fond pour sa validité, il doit être déféré devant la juridiction d'appel pour annulation selon la procédure en la matière. L'enregistrement du mariage célébré en famille tel que décrit ci-dessus, bien qu'étant un acte purement procédural, renferme des particularités par rapport aux autres actes de l'état civil. En effet, la naissance est déclarée à l'officier de l'état civil qui doit l'enregistrer par le père ou la mère, à défaut par les ascendants et les proches parents de l'enfant ou par les personnes présentes à l'accouchement. Elle peut aussi être faite par mandataire porteur d'une procuration écrite, même sous seing privé du père ou de la mère. Quant au décès, il est, au terme de l'article 133, déclaré à l'officier de l'état civil du ressort du lieu où le décès est survenu par un parent du défunt ou toute personne possédant sur le décès les renseignements nécessaires. Il s'avère qu'alors que le mariage est enregistré par l'officier de l'état civil, à l'initiative conjointe des deux époux qui doivent comparaître soit en personne, soit par mandataire, la naissance et le décès sont déclarés et enregistrés à l'initiative d'une seule personne. Cette particularité se justifie par le fait que le mariage est un acte juridique impliquant l'accord de volonté des deux parties, alors que la naissance et le décès sont des faits juridiques qui surviennent à l'absence de toute volonté. D'autre part, la naissance et le décès ne sont assujettis à aucune condition préalable, tandis que le mariage est soumis à des conditions de fond dont l'officier de l'état civil vérifie l'existence avant tout enregistrement. Cela ressort clairement de l'article 375 du Code de la famille qui dispose « L'officier de l'état civil vérifie si les conditions légales du mariage ont été respectées et à cet effet, il interroge les comparants. Dans le cas où une violation de l'une ou plusieurs conditions de validité est constatée, l'officier de l'état civil sursoit à l'enregistrement du mariage et en avise le président du tribunal de paix dans les 48 heures. Dans les 8 jours, ce dernier ordonne à l'officier de l'état civil soit de passer outre, soit de sursoir à l'enregistrement du mariage. Dans ce dernier cas, le greffier notifie l'ordonnance d'opposition aux époux et à l'officier de l'état civil et cite les époux ainsi que leurs témoins à comparaître dans les 15 jours devant le tribunal pour plaider sur les mérites de l'opposition. À l'issue de la procédure, le tribunal peut soit prononcer la nullité du mariage,
soit constaté qu'il n'y a pas nullité. En cas de prononcé de la nullité du mariage, la suspension de la procédure judiciaire décidée en vue de l'enregistrement du mariage tombe caduque car le mariage annulé est inexistant. Fin de citation. Point D. La suspension de la procédure judiciaire aux fins d'enregistrement du mariage célébré en famille face au droit d'accès au juge. Avant de parler de l'incidence de ces dispositions sur l'exercice du droit d'accès au juge, examinons d'abord ce droit à travers son fondement juridique et sa portée. 1. Portée et base juridique du droit d'accès au juge. Le droit d'accès au juge est un aspect du droit général à un tribunal. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, un tribunal se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel, tranché sur base des normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Appelé également droit à un recours ou la garantie d'accès à un tribunal ou encore le droit d'accès au juge, ce droit peut être défini comme étant le droit pour toute personne physique ou morale d'accéder à la justice pour y faire valoir ses droits. Strictement parlant, le recours désigne l'ensemble des voies de recours dont dispose un plaider contre une décision, mais au sens large, il est considéré comme le droit qu'a toute personne de recourir à la justice, c'est-à-dire de saisir un tribunal. Le droit d'accès à un tribunal, dont la portée mérite d'être précisée, fait partie des garanties accordées aux justiciables dans le cadre d'un procès équitable. Portée du droit d'accès au juge. Le droit d'accès au juge implique le droit d'avoir accès concret et effectif au tribunal et celui d'obtenir une décision de justice tranchant définitivement les litiges dans lesquels l'on est intéressé. Petit a, l'accès concret et effectif au juge. L'accès concret et effectif au juge suppose que les justiciables jouissent d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits en saisissant le tribunal. Les justiciables doivent bénéficier des moyens concrets d'accéder au juge, comme par exemple bénéficier de l'assistance d'un avocat dans la procédure judiciaire. Des obstacles éventuels risquant de l'empêcher de soumettre son litige au juge afin d'être tranché ne doivent pas exister sous peine de rendre cet accès ineffectif. Ainsi, lorsqu'au regard de la nature du litige, la procédure pour saisir le tribunal est complexe, l'individu doit bénéficier de l'assistance d'un avocat pour garantir son accès effectif au juge. D'autre part, l'assouplissement des formalités de saisine du tribunal constitue également une modalité de rendre effectif l'accès au juge en vue d'obtenir une décision de justice. Petit b, l'obtention d'une décision de justice. Le droit d'accès au juge implique également le droit d'obtenir une décision motivée tranchant définitivement le litige. En effet, reconnaître un droit d'accès à la justice paraît n'avoir de sens que si son existence permet d'obtenir que justice soit rendue, c'est-à-dire qu'une décision statuant sur les prétentions en affirmant ou en infirmant la réalité d'un droit soit rendue. Certains auteurs parlent d'un droit médiat à plusieurs titres. Tout d'abord, il est un droit médiat vers les garanties du procès équitable. Ensuite, si toute personne doit pouvoir accéder à la justice, c'est pour obtenir quelque chose. Dans ces cas, le droit d'accès à un tribunal devient donc un instrument d'un autre droit, le droit d'obtenir un jugement et de faire valoir ses droits. L'effectivité de la décision de justice suppose pour les parties au procès non seulement de présenter leurs arguments, mais aussi le droit d'être sincèrement entendu. Le tribunal a dès lors l'obligation de se livrer à un examen effectif de tous les moyens présentés par les parties et pour ce faire, une motivation appropriée du jugement est requise. Il ne suffit donc pas de saisir les juges pour que le droit d'accès au tribunal soit respecté. Il faut aussi qu'une décision motivée tranchant définitivement le litige soit rendue. Le droit d'accès au juge englobe alors non seulement la faculté de saisir le tribunal,
de s'adresser à lui, de poursuivre l'affirmation d'une prétention devant lui, mais aussi la faculté d'obtenir d'un juge une décision sur le fond de la prétention lui soumise. De ce fait, le droit d'accès au juge devient sans nul doute le bouclier des autres droits fondamentaux ou encore un droit garanti, c'est-à-dire un droit de sauvegarde des autres droits. Au regard de son importance parmi les garanties du procès équitable, le droit d'accès au juge se trouve consacré par plusieurs instruments juridiques, tant sur le plan national que sur le plan international, qui en constituent la base légale. Base légale du droit d'accès au juge. Les dispositions légales qui constituent la base légale du droit d'accès au juge en RD Congo sont soit en droit interne, soit en droit international. En droit interne ou en droit congolais, l'article 19 alinéa 1 et 2 de la Constitution dispose « Nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. » Cette disposition constitue la base constitutionnelle du droit d'accès à un tribunal en droit congolais. En droit international, le droit à un tribunal est consacré par les instruments juridiques ci-après. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 10, qui dispose que toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Cette disposition traduit que la naissance du droit d'accès au juge se situe à l'ère de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Certes, ce texte n'est pas contraignant, mais toutefois, ces dispositions ont été prises dans d'autres conventions contraignantes au regard de leur importance dans la protection et la promotion des droits de l'homme. C'est le cas du pacte international relatif aux droits civils et politiques. S'agissant de ces textes, afin d'ériger les droits civils et politiques en un véritable socle du droit, avec force contraignante pour les pays qui l'auront ratifié, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion le pacte international relatif aux droits civils et politiques le 16 décembre 1966. Celui-ci est entré en vigueur le 23 mars 1976, conformément à son article 49, et a été ratifié par la République démocratique du Congo le 1er novembre 1976. Dans ce traité, le droit d'accès à un tribunal est affirmé comme droit fondamental en son article 14.1 relatif au procès équitable en ces termes. Je cite, « Tous sont égaux devant les tribunaux et cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès, soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire, la publicité nuirait aux intérêts de la justice. Cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt du mineur exige qu'il en soit autrement, ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. Fin de citation. L'article 2.3 de ce pacte s'inscrit aussi dans la même optique, lorsqu'il stipule que les parties s'engagent à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Le recours est à considérer ici au sens large et doit être entendu comme le droit qu'a toute personne de recourir à la justice ou de saisir le tribunal. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette charte, adoptée au 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine à Nairobi au Kenya en juillet 1981, a été ratifiée par la République démocratique du Congo le 20 juillet 1987 et le texte fut publié au journal officiel en septembre 1987. Le droit d'accès à un tribunal se trouve consacré par cette charte en son article 7 en son article 7 qui dispose « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ». Il est à noter que dans toutes ces conventions qui lient la République démocratique du Congo, le droit d'accès à un tribunal est consacré par la reconnaissance à toute personne du droit que sa cause soit entendue par un tribunal. Cette expression vise, selon l'arrêt Golder, les droits dont dispose chaque citoyen de recourir à la justice de son pays et d'obtenir d'elle une décision motivée tranchant définitivement les litiges. L'autorité de ces dispositions conventionnelles procède de la primauté conférée aux dispositions du droit international ayant effet direct sur les droits internes. En droit congolais, la Constitution de 2006 reconnaît également cette primauté au terme de l'article 215. Il sied cependant de préciser que la condition de réciprocité contenue dans l'article 215 est sans effet dans le cadre de la mise en œuvre du droit d'accès au juge, car il s'agit d'un droit de l'homme, le traité des droits de l'homme n'étant pas soumis à la condition de réciprocité pour leur application. D'autre part, une attention mérite d'être accordée sur le fait que l'article 153 voudrait que les cours et tribunaux congolais n'appliquent que les traités et accords internationaux dûment ratifiés. Certes, l'engagement international d'un État ne devient complet que lors de l'entrée en vigueur à son égard du traité international suite au dépôt de l'instrument de ratification. Il se pose alors la question de savoir si après la signature du traité et avant sa ratification, un État peut prendre des décisions ou des positions opposées au contenu du traité au motif qu'il n'est pas encore entré en vigueur à son égard, fait insinuer implicitement par les constituants congolais à son article 153. L'obligation de stand-still ou l'obligation de non-régression ne le permet pas, simplement pour éviter que l'État soit tenté, entre le moment de la signature et celui de la ratification et de l'entrée en vigueur du traité à son égard, de légiférer à rebours afin de réduire l'ampleur de son obligation internationale. On peut lire à ces propos l'arrêt du Conseil d'État belge du 6 septembre 1989. Incidence de la suspension de la procédure judiciaire aux fins d'enregistrement du mariage célébré en famille sur les droits d'accès au juge. La suspension de la procédure judiciaire exigée par l'article 380 alinéa D du Code de la famille, toutes les fois que les effets des mariages célébrés en famille sont invoqués en justice avant son enregistrement, est à la base d'opinions diverses, certaines favorables, d'autres défavorables. Le débat sur cette question n'est pas abondant dans la doctrine congolaise, bien que ces dispositions dans son libellé actuel datent de la loi numéro 10/087 du 1er août 1987 portant Code de la famille. De même, dans la jurisprudence, on ne trouve que quelques décisions isolées sur la question, alors qu'elle renferme suffisamment d'interrogations. Opinion favorable à la suspension de la procédure judiciaire. Ceux qui pensent que la suspension de la procédure judiciaire aux fins d'enregistrement du mariage célébré en famille ne contrarie pas les droits d'accès au juge soutiennent que cette exigence constitue simplement un mécanisme qui cherche à empêcher qu'un mariage qui ne respecterait pas toutes les conditions légales de sa validité produise des effets juridiques.
avec la suspension de la procédure en cours devant la justice, on prévient de conférer une légitimité judiciaire à un mariage qui serait entaché de nullité au regard de l'autorité de la chose jugée reconnue à tout jugement. En recevant les époux pour l'enregistrement de leur mariage, l'officier de l'état civil a l'occasion de vérifier le respect de toutes les conditions des fonds du mariage, ce qui prévient une atteinte à l'ordre public par un mariage entaché de nullité. S'il découvre un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage, dispose l'article 371 du Code de la famille, il sursoit en l'enregistrement et en avise le président du tribunal de paix qui, dans les 8 jours, l'ordonne soit de passer outre, soit de sursoir en l'enregistrement jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la nullité ou non du mariage. Sur le plan de la jurisprudence, des affaires tranchées respectivement par le tribunal de grande instance de Bukavu et la cour d'appel de Bukavu méritent d'être invoquées. Affaire RP 9953, en cause Madame Aka contre Monsieur MM. Fait de la cause. Monsieur MM a épousé Dame Aka en 1981 à Kacha. Ce dernier avait, conformément à la coutume, versé la dot de 3 vaches laitières et 7 chèvres. Après les cérémonies coutumières, l'homme a pris sa femme sans qu'il n'ait fait enregistrer leur mariage auprès de l'officier de l'état civil. De leur union sont nés 7 enfants, parmi lesquels 3 filles déjà mariées et mères des enfants. Madame Aka était une commerçante qui a prospéré dans ses affaires jusqu'à acquérir plusieurs biens, dont 3 maisons, 2 véhicules, 3 dépôts de vente de bière et 2 boutiques de vente de produits divers qu'elle fit inscrire au nom de son mari. En 2001, M. MM tombe amoureux d'une autre femme qu'il décide d'épouser. Pour avoir les moyens nécessaires, il va vendre une des maisons à l'insu de sa femme Aka et ira verser la dot de 5 vaches à la famille de la jeune femme, trompant qu'il était divorcé. En apprenant cette nouvelle, Madame Aka, son épouse légitime, qui a seule souffert pour acheter la maison vendue, a senti que son patrimoine était menacé. C'est ainsi qu'après échec de plusieurs tentatives de réconciliation en famille, elle avait déféré son mari et sa concubine devant le tribunal de grande instance de Bukavu pour adultère. Au cours du procès, le mari avait soutenu qu'il n'était pas marié à Madame K, mais plusieurs témoins, dont le propre père du monsieur, appelé à l'audience, avaient confirmé qu'ils avaient assisté au versement de la dot et au mariage coutumier entre les deux en 1981. Dans sa décision, le tribunal avait simplement ordonné la suspension de la procédure jusqu'à l'enregistrement du mariage en application de l'article 382 alinéa 2 du Code de la famille. Depuis lors, l'affaire n'a plus connu de suite. Affaire ministère public et partie civile, MB et M. MMV. Fait de la cause. Madame BM est mariée coutumièrement à Monsieur MB, avec qui elle a eu 5 enfants. Devenue fidèle d'une église dont le prévenu MM était le pasteur, elle avait commencé à fréquenter régulièrement cette église. Son mari, commerçant effectuant très souvent des voyages d'affaires entre Uvira, Bukavu et Bunagana. Plusieurs fois à son retour de voyage, il recevait des informations faisant état des relations suspectes qu'entretenaient son épouse et son pasteur toutes les fois qu'il se trouvait en déplacement. En date du 25 décembre 2017, avant son voyage vers Bunagana, il chargea son petit frère de suivre les mouvements de son épouse au regard des rumeurs de plus en plus persistantes sur ses relations intimes suspectes avec le pasteur. En exécution des recommandations de son grand frère, le petit frère qui faisait les guets en compagnie de quelques amis du quartier remarqua vers 23 heures la présence du pasteur dans la maison de son frère. Il ira alerter les chefs de quartier, les chefs d'avenue et d'autres sages du quartier qui vinrent tous sur les lieux. Après que le groupe ait encerclé la maison, le chef du quartier a toqué, s'est introduit dans la maison. Mais la dame, avant d'ouvrir la porte, a résisté d'ouvrir la porte au motif qu'elle s'endormait.
Celle-ci résista, mais après une forte pression, elle ouvrit la porte. À sa sortie, elle portait un seul pagne couvrant la poitrine. C'est ainsi que toute l'équipe pénétra dans la maison et trouvant le pasteur nu caché en dessous du lit des enfants. Le chef de quartier l'arrêta, le promena dans tous les quartiers en sous-vêtements avec ses habits en main pour enfin le déposer au parquet où un dossier fut ouvert à sa charge. Saisi de l'affaire par le ministère public, le tribunal de grande instance d'Ouvira avait acquitté le prévenu de l'infraction de viol et l'avait condamné avec Madame BM à 12 mois de prison et 100 000 francs congolais d'amende chacun pour adultère. Le prévenu pasteur interjeta appel contre le jugement pour mal jugé et en date du 21 août 2008, la Cour rendit l'arrêt annulant ce jugement et ordonnant la suspension de la procédure jusqu'à l'enregistrement du mariage en application de l'article 380 alinéa 2. Le procès suspendu n'a plus depuis lors évolué. Toutes ces affaires portent sur l'adultère et ont opposé les conjoints, à l'exception de la deuxième dans laquelle se trouve mis en cause un tiers complice d'adultère. Dans ces affaires, aucune partie n'avait soulevé l'exception de surséance en vertu de l'article 380 alinéa 2 du Code de la famille. Les juges l'avaient soulevé d'office car l'estimant d'ordre public, sans malheureusement en discuter profondément les conditions d'application abordées dans notre opinion ci-dessus. Opinion défavorable à la suspension de la procédure judiciaire. Les tenants de l'opinion défavorable estiment que la suspension de la procédure judiciaire aux fins d'enregistrement constitue un obstacle à l'exercice du droit d'accès au juge. Ils opinent que pour l'enregistrement du mariage célébré en famille, l'officier de l'état civil ne peut compter que sur la bonne volonté des conjoints à se présenter à son office. Or, cette comparution volontaire est difficilement imaginable dans les chefs des personnes déjà en conflit devant le tribunal, dont l'une d'elles n'a logiquement pas intérêt à enregistrer le mariage mis en cause. Aussi, le code de la famille n'ayant pas prévu l'enregistrement par défaut ou forcé, la non-comparution à l'office de l'état civil de l'une ou l'autre des deux parties risque de paralyser cette procédure de renvoi ainsi que la procédure judiciaire en cours et le droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue par un tribunal compétent. En outre, l'enregistrement tardif du mariage risque de rendre répréhensible les faits après leur cristallisation, alors qu'ils ne l'étaient pas au moment de leur commission. Notre opinion. Le droit d'accès au juge est une composante du droit au procès équitable et partant un droit de l'homme. À ce titre, l'incidence de la suspension de la procédure judiciaire prévue par l'article 381 alinéa 2 du Code de la famille doit s'analyser à la lumière des conditions de restriction à l'exercice des droits de l'homme. En effet, hormis le droit indérogeable appelé noyau dur des droits de l'homme, tous les autres droits de l'homme peuvent souffrir de limitations dans leur mise en œuvre. Mais ces limitations doivent être prévues par la loi, doivent poursuivre un but légitime et doivent être nécessaires dans une société démocratique pour atteindre les buts visés et proportionnels au but poursuivi. Prévu par la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille, l'article 380 alinéa D vise la protection des tiers contre les effets des mariages dont ils ignorent l'existence. Ce but est légitime dans la mesure où c'est l'enregistrement qui confère aux actes de l'état civil leur caractère public et partant leur opposabilité aux tiers. C'est pour cette raison que l'alinéa premier de cette disposition dit clairement qu'avant son enregistrement, le mariage célébré en famille n'est opposable qu'aux époux et à ceux qui ont participé à cette célébration conformément à la coutume. Elle est nécessaire en ce qu'elle empêche qu'une légitimité judiciaire doit conférer à ce genre de mariage à partir de l'autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement rendu. Elle est proportionnelle car elle ne renferme en osier
aucune exagération par rapport au but visé. Dès lors que les limitations de l'article 380 alinéa D du Code de la famille remplissent ces conditions, cette disposition ne contrarie donc en rien les droits d'accès au juge. En outre, l'article 380 fait une distinction selon que les effets du mariage célébré en famille mais non encore enregistrés sont opposés aux effets et à ceux qui ont participé à la célébration du mariage d'une part et aux tiers d'autre part. Pour le premier, il dispose clairement à son alinéa premier que le mariage célébré en famille leur est opposable. Par contre, en ce qui concerne les seconds, il exige la suspension de la procédure jusqu'à l'enregistrement du mariage lorsqu'un époux en invoque les effets en justice à leur égard. En suspendant la procédure judiciaire aux fins d'enregistrement du mariage, même pour les époux, les juges ont mal dit le droit dans les affaires judiciaires ci-dessus analysées. Ils ne devraient le faire qu'à l'endroit des complices d'adultère, dès lors qu'il n'existait aucune preuve qu'ils avaient participé à la célébration en famille des mariages des femmes avec lesquelles elles étaient poursuivies pour adultère. Ils ont ainsi, par une mauvaise interprétation de l'article 380, empêché aux parties d'accéder aux juges et d'obtenir des décisions judiciaires tranchant les litiges qui les opposent. Par ailleurs, le risque d'abstention de l'un des époux de comparaître devant l'officier de l'état civil en cas de suspension de la procédure judiciaire aux fins d'enregistrement du mariage n'est pas un obstacle insurmontable. En effet, l'article 378 du Code de la famille offre les mécanismes permettant d'obvier à cette difficulté. Il suffit pour l'époux intéressé de saisir le tribunal de paix aux fins d'obtenir une décision enjoignant l'officier de l'état civil d'enregistrer le mariage célébré en famille. Dans ce cas, l'officier de l'état civil ne fera qu'exécuter la décision du tribunal sans plus exiger la comparution des parties. Il est de préciser qu'ici, le caractère libre du mariage n'est pas remis en cause car il s'apprécie dès le jour de la célébration du mariage en famille. C'est l'enregistrement dont le but est de conférer à ce genre de mariage l'opposabilité au tiers qui devra s'effectuer en vertu du jugement. Conclusion. La question au centre de cet exposé était de savoir si la suspension de la procédure judiciaire exigée par l'article 380 alinéa D du Code de la famille jusqu'à l'enregistrement, lorsque l'action dont est saisie la justice repose sur les effets du mariage célébré uniquement en famille, constitue une entrave à l'exercice du droit d'accès au juge tel que consacré par l'article 19 de la Constitution, 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous partons de l'opinion selon laquelle, lorsqu'un époux arrive à traduire son conjoint en justice pour des questions fondées sur les effets du mariage, ceux qui n'ont pas pu les régler au foyer, compte tenu du climat de tension qui règne, et que dans ce contexte, il sera difficile que l'époux déféré en justice se présente volontairement devant l'officier de l'état civil pour l'enregistrement de leur mariage, car il n'y trouvera aucun intérêt. Dans ces conditions, il y aura risque que la suspension du procès aille pour l'éternité, car l'enregistrement auquel l'article 380 du Code de la famille assujettit la suite de la procédure serait irréalisable et constituerait un obstacle empêchant aux tribunaux de rendre des décisions tranchant les litiges dont ils sont saisis. Au regard de la ratio légis de cette disposition, en l'occurrence la protection des tiers contre les effets des mariages dont ils ignorent l'existence, l'analyse montre que la suspension préconisée par l'article 380 alinéa D du Code de la famille ne contrarie pas le droit d'accès au juge en ce qu'elle est prévue par la loi. Elle a une finalité légitime, elle est nécessaire pour atteindre la protection souhaitée et a un caractère proportionnel à la limitation. À ce titre, elle répond à tous les critères classiques de limitation à l'exercice d'un droit de l'homme. En outre,
à partir de la distinction faite par l'article 380, selon que les effets du mariage célébré en famille, mais non encore enregistrés, sont opposés aux époux et à ceux qui ont participé à la célébration du mariage d'un côté et aux tiers de l'autre, il n'y a pas non plus entrave au droit d'accès au juge pour les premiers à qui le mariage est opposable même avant l'enregistrement. Excellences, Monsieur le gouverneur, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, c'est sur ces mots que nous clôturons notre propos de ce jour et nous vous remercions.